j'ai fait mes études et puis ensuite je suis partie à Lille pour des études supérieures et puis surtout le Conservatoire d'art dramatique de Lille. Et donc après 3 ans, je suis partie à Paris pour faire du théâtre parce qu'à l'époque, il y avait très peu de lieux, très peu de... en province, il y avait très peu de troupes en fait, vraiment. Et donc je suis partie, donc j'ai fait du théâtre. J'aimais déjà écrire, mais j'écrivais pour moi, j'écrivais des nouvelles, j'écrivais des contes pour enfants, mais voilà. Et sinon, après le théâtre, donc j'ai fait 25 ans de théâtre, avec beaucoup au théâtre, mais également des téléfilms, des feuilletons. Et puis, c'est des amis qui m'ont proposé de participer à des scénarios. Je l'ai fait, et l'un de mes projets, un scénario, s'est avéré trop cher. Et là, je me suis dit, où mon personnage m'a dit non, 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 Annie, c'est pas possible, tu peux pas me laisser dans un tiroir. Et donc, j'ai commencé à écrire le roman. En fait, tout est venu aussi par un ami, je ne sais pas si vous le connaissiez, c'était Ronnie Cooter. Vous le connaissez? Oui. Bon, et Ronnie m'avait dit, ce serait bien qu'on écrive en fait ensemble une histoire. Et je lui ai dit, oui, d'accord, volontiers. Moi, j'adore le 17e, les peintres flamands, hollandais, j'adore me mettre dans les costumes. Et puis, il m'a dit, oui, oui, mais j'ai pas le temps. Je fais un film en Belgique, Carnaval. Donc, si tu veux, commence enfin à réfléchir. Et je suis allée le voir quelques temps après, à Bruxelles. Et puis, on a dîné ensemble. Il me dit, bon, alors, tu as travaillé, tu as fait quelque chose? Je dis, oui, j'ai travaillé, pendant que toi aussi tu travaillais. Et je lui ai raconté, et c'était toute la kermesse du diable. Et il m'a dit, là, le soir même, il m'a dit, mais tu peux en écrire le roman? Et je lui ai dit, t'es fou? Et le soir même, dans ma chambre d'hôtel, j'ai commencé à écrire le roman. Et puis, comme le roman a eu un certain succès, je dois dire, avec plusieurs prix, eh bien, mon éditrice de l'époque m'a dit, bon, c'est quoi maintenant la suite? Et donc, c'était parti. Voilà. Et donc, depuis 30 ans maintenant, je suis plutôt romancière, même si j'écris donc d'autres livres sur le Nord, notre grande région. Et je me suis un peu spécialisée dans mes quelques 20 romans à parler de l'histoire de notre région, qui a appartenu aux Espagnols, qui a appartenu aux Bourguignons, qui a appartenu vraiment, bon, avant d'être française avec Louis XIV. Et voilà, donc je me suis un peu... J'adorais l'histoire en étant jeune, enfant et à l'école. Et puis j'adorais les rôles en costume en étant comédienne. Et donc voilà, tout ça a fait que j'ai fini par faire des livres historiques, mais qui se passent la plupart du temps, sauf 3 romans dans les pays slaves, dans notre grande région. Voilà. Et donc voilà pour mon parcours en fait. Donc j'ai aussi travaillé beaucoup avec les enfants, j'ai fait aussi pas mal de choses à côté. Mais voilà, et donc c'est mon dernier roman, La messagère du Nouveau Monde, dans lequel je montre, au travers de ce roman, que ce ne sont pas des Hollandais qui ont créé New York, mais des gens du Nord. Et notamment J.C. de Forest, qui était d'Avesnes-sur-Helpe, avec également d'autres personnes, parce que, donc je raconte un tout petit peu le roman, voilà, j'ai découvert, et puis aussi avec l'aide d'un ami qui est historien, avec lequel on s'est beaucoup trouvé sur cette histoire, qui est Christian Defebvre, et il aime beaucoup voir les silences de l'histoire, c'est-à-dire les moments ou les lieux ou les personnes où l'histoire est restée soit silencieuse ou soit il y a une méconnaissance aussi. Et moi, c'est toujours ce qui m'a profondément plu, c'est-à-dire de mettre en lumière ou des personnages, comme je l'ai fait avec Philippe Lebon, comme je l'ai fait avec le Père de Lachaise, ou je l'ai fait avec d'autres personnages, ou alors des lieux, comme Hédin par exemple, avec les silences du maître drapier, où je montrais qu'avec Philippe Lebon, Hédin avait eu le premier parc d'attractions au monde, au XVe siècle, attention. Et puis là, pour mes 2 derniers romans,
les cendres sur nos cœurs, où il y avait cette histoire de gens du nord, de Flandre, puisqu'à l'époque on était au XVIe siècle, qui ont failli être tous massacrés. Certains ont fui vers la Hollande parce que Philippe II, qui était le roi d'Espagne à l'époque, Philippe II, qui était le roi d'Espagne, n'avait pas supporté que les Flamands, puisqu'on était notre grande Flandre de l'époque, n'avait pas supporté que les Flamands deviennent calvinistes. Et c'était le tout début, en fait, de la nouvelle religion. Et donc, il en a massacré énormément, et les autres ont fui vers la Hollande ou vers l'Angleterre. Et là, ce roman-ci débute en Hollande avec une famille de réfugiés hollandais. On est début XVIIe siècle. Et donc, il y a le premier bateau qui est parti vers Manhattan, l'île des Manates, et qui en fait était un premier bateau avec une cinquantaine de familles wallonnes, c'est-à-dire les Wallons. C'était pas la Wallonie d'aujourd'hui, bien sûr, mais c'était ceux qui parlaient français. Et c'était donc aussi bien Avesnes-sur-Helpe, Valenciennes, Lille, enfin tous ceux qui parlaient français et qui sont partis vers cette île des Manates, parce que c'était les Indiens, les Manates, qui possédaient cette île et qui ont créé la Nouvelle Amsterdam, qui allait devenir après New Amsterdam et ensuite New York. Et donc, je le montre vraiment que ce sont donc des Français, puisque le premier gouverneur était Pierre Minuit, que les Américains appellent encore aujourd'hui, et même à New York, il y a des inscriptions Peter Minuit. Hein, on pense que c'est un Hollandais, mais non, et ses parents étaient tournés. Et donc, voilà, il a été le premier gouverneur, et il a acheté pour 46 florins aux Indiens, les Manates, toute cette île qui allait devenir un jour New York, en pensant, lui, Pierre Minuit avait dit, et ça c'est une vraie parole, il avait dit: je ne pense pas que ce petit coin de terre plaise tellement aux Hollandais, aux Européens, mais moi je me sens bien. Voilà. Ceci dit, il s'est trompé. Et donc, voilà. Et donc je le fais, moi, au travers, c'est un roman, même si l'histoire est très importante et très... j'y ai travaillé pendant plus d'1 an sur l'historique. Et puis, c'est l'histoire aussi de mon héroïne, Angela, qui décide de partir, de rejoindre sa famille, qui est déjà partie, parce qu'elle était prise de liberté. Voilà. Donc, pour l'instant, je n'en dis pas plus. Si jamais après vous avez une question à me poser sur le roman, vous le ferez. Mais maintenant, je vais vous parler de 6 romans qui m'ont plu, ou qui m'ont marqué, et qui, en y réfléchissant, ont vraiment eu un impact sur ma vie d'aujourd'hui. Voilà. Alors, dans ces 6 romans, je vais commencer à mon enfance. Alors, évidemment, bon, j'ai eu du mal avec ces 6 romans, parce qu'il y en avait plein qui me venaient à l'esprit et tout ça. Et puis, je me suis dit, c'est vrai, j'ai toujours adoré les contes de fées, et il y avait un roman qui était un conte de fées, les nouveaux contes nouveaux ou les fées à la mode, Madame d'Aulnoy. Et cette comtesse, enfin cette Madame d'Aulnoy, Marie-Catherine d'Aulnoy, j'ai pris un, voilà, ah ben la voilà, on est en 1690 et elle est à l'époque de Charles Perrault. Mais seulement, elle a été beaucoup plus exubérante que Charles Perrault. C'est une femme qui a été mariée contre son gré avec un homme qui avait 30 ans de plus, qui buvait, qui était un homme infâme et tout. Elle ne le supportait pas. Sa mère, elle et 2 personnes ont fait un complot contre le mari. Ils ont essayé de le discréditer, de faire en sorte que, voilà, il était prêt pour pas la guillotine, mais vraiment de se faire décapiter. Et le complot n'a pas marché. Si bien que Madame d'Aulnoy a dû fuir. Mais sa vie, c'est un roman, hein, par un escalier dérobé, et elle s'est exilée, elle a été en Espagne, et elle est revenue quelques années plus tard, où là, elle a installé son salon parisien, et voilà. Mais ça a été une femme assez exubérante et assez chouette,
hein, on ne parle pas assez des femmes, voilà, à cette époque-là. Et ces contes sont merveilleux. Et moi, j'ai adoré dans ces contes, notamment l'oiseau bleu, qui doit être dedans, avec Florine et le roi charmant, qui était transformé en oiseau bleu. Peut-être que d'ailleurs, ça m'a inspiré. Enfin, après, j'ai adoré l'oiseau bleu de Maeterlinck, c'était pas la même chose. Et notamment dans La Chatte Blanche, qui est une princesse et ses serviteurs. Et ces serviteurs, on ne voit, quand on rentre dans le château de la princesse, on ne voit que les bras et les mains. Vous voyez là les bras et les mains, ici, que vous avez là également. Et en fait, ces bras et ces mains ont été repris par Cocteau pour La Belle et la Bête, et notamment le film La Belle et la Bête. Voilà, et ça a été repris. Et il y a un autre, par exemple La Biche au bois, qui est un peu une variation de La Belle au bois dormant, mais elle a été, moi je trouvais que ces contes étaient vraiment plus merveilleux, et je pense que ça a eu, j'aimais les contes de fées, j'aimais les contes d'enfants, et tout de suite j'ai pensé à elle, parce que je me suis dit que ça avait certainement nourri tout le côté merveilleux que j'aime et que j'ai toujours aimé, et quelque part peut-être aussi le côté qu'on peut avoir dans les contes, c'est-à-dire peut-être que je les mets dans mes romans, il y a des méchants, des bons, mais il y a souvent une rédemption. Et c'est vrai que je m'aperçois que dans mes romans, il y a parfois une rédemption de certains personnages. Voilà, donc ça c'est le premier. Ensuite... Juste, effectivement, je pense que l'oiseau bleu est peut-être dans oui. la chatte blanche. La chatte blanche, oui. Simplement au début du conte pour que oui. vous entendre un peu le style de l'autrice, l'auteuse. L'autrice, la conteuse, la conteuse. Si elle écrit des contes. Oui, conteuse. Il était une fois un roi qui avait 3 fils bien faits et courageux. Il eut peur que l'envie de régner ne leur prit avant sa mort. Il courait même certains bruits qu'il cherchait à s'acquérir des créatures et que c'était pour lui ôter son royaume. Le roi se sentait vieux, mais son esprit et sa capacité n'ayant point diminué, il n'avait pas envie de leur céder une place qu'il remplissait dignement. Il pensa donc que le meilleur moyen de vivre en repos, c'était de les amuser par des promesses dont il saurait toujours éluder l'effet. Ensuite, après, je vous ai parlé tout à l'heure du conservatoire, et donc j'ai fait beaucoup de théâtre, et l'école du théâtre est une école merveilleuse quand on écrit après des romans. Et ça m'a toujours, je veux dire que aujourd'hui on me dit beaucoup que mes romans sont très visuels, que voilà, il y a les dialogues que j'aime bien aussi, il y a ce partage d'émotions. Et donc ça, je le dois beaucoup au théâtre. Et en pensant au théâtre, j'avais donc envie de vous parler d'une des pièces. J'adore Pirandello, et j'ai pensé vraiment tout de suite à Tchekhov, que j'ai joué, et La Mouette. Pourquoi La Mouette de Tchekhov? Parce que c'est d'abord le théâtre dans le théâtre, et ça parle d'art. La mouette, le mot mouette, ben voilà, Tchekhov, c'est un bel homme, hein. Et puis, voilà. Tchekhov, dans La Mouette, c'est assez allégorique. Et j'aime le thème, parce que c'est une jeune actrice qui veut être, voilà, c'est une apprentie actrice, et elle va être sous l'emprise d'un homme, d'un écrivain, Trigorine. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'emprise, voilà. Alors qu'elle a un autre jeune, Constantin, qui l'aime. Alors, voilà, je ne vous en dis pas plus, si un jour vous voulez découvrir cette pièce de théâtre qui est très belle et qui, en même temps, il y a énormément de non-dits chez Tchekhov, toujours. Et ça, ces non-dits, moi, je ne les oublie pas. C'est-à-dire que quand j'écris un roman, j'aime justement ces non-dits. J'aime tout ça, c'est-à-dire ce qu'on ne dit pas, mais ce qu'ils peuvent ressentir. Et ça, on l'a vraiment. Je crois que c'est un des auteurs, un des dramaturges qui a vraiment l'art de ces non-dits. Voilà. Donc...
excusez-moi, enfin, je connecte déjà moi ce que tu disais sur Oui. l'importance des moments de silence Mm. dans la partie historique. Et puis là, ce que tu es en train de dire sur les non-dits dans le théâtre de Tchekhov. Oui, Tu exact. as une espèce d'attirance Oui, pour les trous noirs, peut-être. voilà, exactement, c'est vrai, totalement, voilà. Et ça, on s'en aperçoit petit à petit ou après, quoi. En fait, je n'ai pas dit, je vais faire ces... Voilà, et donc ça m'a toujours attirée, et on le retrouve dans mes romans, effectivement, oui. Alors, je ne vais pas passer sous silence un des romans qui m'a plu le plus, et qui est un chef-d'œuvre, et c'est Victor Hugo, et c'est Les Misérables. Les Misérables de Victor Hugo. Pourquoi Victor Hugo? Parce que d'abord, j'ai toujours aimé Victor Hugo, peut-être... Ah, le voilà. Assez âgé, hein, là. Bon, voilà. Il avait déjà écrit Les Misérables, mais... Alors, il y a aussi des photos de Victor Hugo jeune, mais il n'y avait pas la bonne résolution. Mais c'est assez intéressant, parce que ça, c'est l'archétype de la photo de Victor Hugo. Oui. Il est mort avec ses obsèques énormes, et puis comme le père de la République, il a été vraiment encensé, même jusqu'au jour de sa mort et après sa mort. Hein, c'était très très important. C'est ce qu'on dit maintenant, on pourrait dire plutôt que la langue de Molière, on pourrait plutôt parler de la langue de Victor Hugo, parce qu'en fait, c'est vraiment la personne la plus connue au monde, l'auteur le plus connu. Oui, c'est et sûr. Les obsèques qu'il a eu. Oui. Et quand on dit la langue de Molière, beaucoup disent la langue de Victor Hugo, ce serait sûrement. Je suis désolée d'intervenir, parlerait mais plus. moi je ne veux absolument pas être filmée. Non, je ne vous ai pas filmé. Non, parce que je veux me tourner ma Oui, oui. Mais je vais regarder. Très important. Oui, Oui, d'accord. Ok. Alors, avec Victor Hugo, c'est une histoire, je ne vais pas dire d'amour, mais c'est une histoire d'amour de ma mère pour Victor Hugo. Et ma mère adorait Victor Hugo, si bien que même quand elle était petite fille, on l'appelait Totorine. Ça n'avait rien à voir avec son prénom, mais voilà, on l'appelait Totorine. Et elle adorait Victor Hugo, et quand moi j'étais petite, à la place de me lire d'autres histoires, il paraît que le soir, je m'en souviens pas forcément parce que j'étais toute petite, elle me lisait La fiancée du timbalier de Victor Hugo, et elle pleurait, et je pleurais, et on était en train de... Voilà. Et donc j'ai toujours été élevée avec ce Victor Hugo, que mon père aimait moins parce que lui, il trouvait que bon, il n'aurait pas dû être contre Napoléon III, qu'il trouvait beaucoup mieux que Napoléon Ier. Et puis, mais ma mère adorait Victor Hugo. Et donc, c'est vrai qu'après, donc Les Misérables. Et pourquoi Les Misérables? Parce que pour l'écriture fluide et pour les personnages, j'ai trouvé que un personnage, par exemple, qui a été beaucoup repris après par d'autres auteurs, comme Jean Valjean, est un personnage extraordinaire. Pour moi, je ne sais pas si dans mes romans j'ai mis des Jean Valjean entre guillemets ou des voilà, mais voilà, j'ai mis vraiment et la justesse de ces personnages, et aucun n'est secondaire. Et ça c'est formidable. Hein. Donc c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et il n'y a pas... bon, aujourd'hui, les jeunes connaissent Les Misérables en comédie musicale, mais voilà. Donc là aussi, la justesse des personnages, je crois que j'y pense aussi beaucoup, en essayant justement de faire en sorte que mes personnages soient tous... qu'ils vous touchent tous. Voilà. Et ça, pour moi, c'est très important. Vous y réussissez. Comment? Vous y réussissez bien. Merci, c'est gentil. Il y a le Hugo romanesque, on va dire, et puis le Hugo poète. Poète. Moi, je sais que sur la partie romanesque, c'était quoi? C'est Notre-Dame de Paris. Je crois en seconde ou en première. Voilà, il faut se lire ce truc. Oui. Voilà, moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir une mère qui me disait Victor Hugo et qui m'a baigné dedans, et que ça amène des facilités à supporter les 100 pages de description de Notre-Dame de Paris très rapidement, les bouquins.
qui fait qu'en général, enfin, on était plusieurs dans la classe à les avoir sautés, parce que c'est... Ah oui, voilà, c'était énorme, oui. C'est assez énorme. Moi, ce que j'avais trouvé intéressant, je crois que c'est dans Les Misérables, c'est qu'à un moment, il y a Gavroche qui est dans un hangar dans lequel il y a une statue à l'échelle 1 en plâtre d'un éléphant. Oui. Et que cette statue a réellement existé, enfin ce plâtre a réellement existé, puisque c'était le plâtre de la future fontaine qui ne va jamais exister, de la place de la Bastille, voulue par Napoléon. On avait un énorme éléphant avec des jets d'eau qui sortaient de la trompe des bassins. Que la région Nord-Pas-de-Calais avait refait à une période. Il est à Wallace. Il est à Wallace, à Robert. effectivement, L'éléphant, il est perdu dans cette voiture. Il est effectivement Malheureusement, il a Wallace. C'était un cadeau de l'Inde, je crois. Et on a un éléphant. Ah, très bien. Mais le pauvre, il a besoin d'entretien. Il est très beau. Il est très beau, il est bien décoré. Et il est gigantesque, on peut rentrer dedans. Oui, Ça, il c'est passait en à train de courir l'intérieur de dans une passer voiture. avec des vidéos pour relater l'histoire des éléphants. Mais C'est Wallace qui l'a récupéré. Hein. oui, il a été passé au rouge. Mais il est toujours beau, ça fait de la peine de le voir comme ça. Mais en fait, c'est effectivement pour rappeler cet éléphant. Là, il y a un début de roman là, sur l'histoire de cet éléphant. Ah, c'est ça, C'est une reproduction Moi, à chaque fois de l'éléphant de la Bastille qui n'a Oui. jamais existé et qui est en train Voilà. de paître paisiblement et malheureusement dans une pâture à Valers. Oui, oui. c'est vrai. Voilà, c'est lancé. Moi, ça me fait la peine de le voir. Mathilde, c'est pour toi. Il faut Voyez, aller le dans dans la un hangar, comme ça, il va falloir. Là, ils l'ont sorti. Ils l'ont sorti. Il est sorti. Voilà, il a sa vie, effectivement. Ouais. Alors, je vous ai parlé de trois œuvres, hein, donc Contes de fées, Tchekhov, Les Misérables. Et il y a aussi une œuvre de Marguerite Yourcenar qui m'a beaucoup marquée et m'a vraiment, c'est l'œuvre noire. L'œuvre noire, voilà, Marguerite Yourcenar, Jeune. jeune, voilà. Là, elle n'allait plus au Mont Noir, mais quand même, elle était... Ouais. Alors, l'œuvre noire. L'œuvre noire se passe au XVIe siècle. Et c'est vraiment un chef-d'œuvre. Il se passe à Bruges, pendant la Renaissance. Et il y a une rigueur de style qui, pour moi, je me suis dit, quand j'ai lu l'œuvre noire, je me suis dit, mais je pourrais jamais... Ben non, mais il ne faut pas chercher à vouloir faire comme, ou à vouloir faire un temps. C'est l'histoire de Zénon, qui était un philosophe, un médecin, et puis également un alchimiste à l'époque. Il cherchait vraiment le Graal aussi. Et puis, ce médecin a une vie errante jusqu'au moment où il habite Bruges. Et il s'est réfugié à Bruges parce que son esprit et toutes ses ouvertures, hein, voilà, comme Copernic, tout ça, indisposait vraiment l'Église catholique de l'époque. Et donc, il est un peu poursuivi par l'Inquisition. Et voilà. Et donc, bon, pour tout vous dire, ben, c'est absolument magnifique. Et en même temps, bon, ben, Zénon aura je suis désolée de vous le dire, parce que si jamais vous le lisez, mais il va y perdre la liberté et la vie. Voilà. Et donc, mais c'est pour moi, c'est une des œuvres les plus magistrales qui est faite par cette femme du Nord et qui était, voilà, Marguerite Yourcenar, l'œuvre noire. Et j'y ai beaucoup pensé quand j'ai écrit Descendre sur nos cœurs, qui est le roman qui précède celui-ci. Et Descendre sur nos cœurs se passe également au XVIe siècle. Alors, il ne se passe pas à Bruges, mais il y a également l'Inquisition et puis surtout, enfin voilà, les troupes de Philippe II qui veulent absolument massacrer les gens du Nord qui sont... voilà. Donc, Marguerite Yourcenar, l'œuvre noire, c'est vraiment un roman à
à découvrir si vous ne le connaissez pas et si vous aimez tout ce qui est historique, bien entendu. Hein. C'est comme, voilà, là vous voyez, j'ai quand même choisi des romans historiques, que ce soit Les Misérables ou que ce soit L'œuvre noire. Alors après, il y a un écrivain que j'adore, qui est Stefan Zweig. Voilà. Oui. Vous aussi? Ah oui. Alors, Stefan Zweig, j'aime tout de lui. Mais j'ai été très marquée, voilà, par un de ses recueils de nouvelles qui s'appelle Le mariage à Lyon. Alors, Le mariage à Lyon, c'est juste une de ses nouvelles. Voilà. Un mariage à Lyon, exactement. Et dans Un mariage à Lyon, il y a plusieurs nouvelles, notamment l'histoire d'une déchéance. Et ça, j'ai trouvé que c'était remarquable d'un point de vue pour l'émotion, l'écriture. Et c'est en fait une favorite qui va être en disgrâce. Et on suit avec elle sa peur de la disgrâce, sa peur de la vieillesse, et elle a peur d'être oubliée. Tellement elle a peur d'être oubliée, et c'est presque très actuel aujourd'hui, puisque c'est après, je veux dire, presque quand on a eu un rôle très important dans la vie, et cette peur d'être oubliée qui va la conduire à la folie. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Et vous avez également, par exemple, dedans Un mariage à Lyon, qui porte enfin, le nom du... Et là, on est en 1793, au moment où il y a des contre-révolutionnaires à Lyon, des jeunes, des moins jeunes, qui sont en prison et qui attendent d'être tués, décapités, enfin voilà. Et donc, pendant qu'ils attendent, ils s'aperçoivent, la nouvelle n'est pas très longue, et ils s'aperçoivent qu'il y a deux jeunes qui s'aiment. Et donc, ils vont faire le mariage dans cette prison. Et quand ils vont tous sortir, j'en ai encore, voilà, les poils qui se hérissent tellement c'était beau. Et on a les deux jeunes qui sont premiers en avant. Enfin, voilà, je ne raconte pas d'autres choses, mais c'était, moi, je peux la relire et la lire et la relire, tellement, voilà, j'ai trouvé ça très beau. Et il a un style très simple qui se lit formidablement bien. Voilà. Et c'est, bon, il y a aussi Dans la neige, il y a aussi donc d'autres... voilà, ou Dans la neige, bah oui, Dans la neige, c'était des Juifs qui fuient également. Voilà. Et c'est... je préfère que vous le découvriez, si vous ne le connaissez pas, mais c'est vraiment, là, vous n'allez pas perdre, vraiment, vous allez être... moi, j'étais enchantée, voilà, de découvrir ce roman-là, voilà, de Stefan Zweig. Voilà, et puis il y a le 6e. Alors là, j'ai hésité parce que il y en avait d'autres que j'aimais aussi, mais voilà, vous le reconnaissez, Oscar Wilde. Oscar Wilde, et on peut aussi, bon, il a fait des nouvelles, il a écrit beaucoup de choses, et Oscar Wilde, donc c'est en Angleterre, et il a écrit Dorian Gray. Et Dorian Gray, bon ben voilà, c'est l'histoire d'un jeune qui rencontre une espèce de conte qui a l'air bon, d'être très bien, mais qui lui suggère et qui fait le... En fait, il se laisse séduire par Harry, je cherchais le nom, et qui en fait, Harry va suggérer qu'il puisse rester jeune. Et il fait le vœu de rester jeune, et il a un tableau qui le représente jeune, où il est superbe, il est très beau. Et en fait, lui va rester jeune, et c'est le tableau qui va vieillir. Le tableau va vieillir pour lui. Et puis, mais la vie va le rattraper, parce que Dorian va faire des tas de bêtises, il va être absolument... il va avoir une vie épouvantable, il va trahir celle qu'il aime, il va
Et donc, à un moment donné, il n'en peut plus. Il voudrait la rédemption, il voudrait quelque chose qui le... Et donc, il va voir ce tableau, parce que ce tableau qui a vieilli, il a pu oser le montrer. Il l'a caché dans un placard, ce tableau. Et là, il va aller le voir. Et il n'en peut plus, parce qu'il voudrait à la limite, que ce soit lui qui vieillisse vraiment après. Et il va finir par donner un coup de poignard sur ce tableau, et on va le retrouver mort, vieillard, lui, et le tableau, la jeunesse. Voilà. Alors, il y a en même temps toute cette... pour moi, ça a été ce qui m'a plu beaucoup, parce que j'aime toujours ce qui est aux abords un peu de l'étrange aussi. J'ai toujours aimé ça. Et là, ça paraît un peu, pas tout à fait son autobiographie, mais c'était quand même quelqu'un de très perturbé, qui avait aussi cette folie aussi de rester. Et donc ça, il y a quand même quelque chose. Oui, c'est pas d'autobiographie, mais non, c'est pas d'autobiographie, c'est pas ça, mais voilà. c'est quand même quelque chose qui ressort, je pense, qu'il ressentait très fort. Oui, parce que c'est un livre qui parle d'art, qui parle de beauté, qui parle de jeunesse, et donc voilà, sur la beauté, c'est incroyable. Et puis oui, Oscar Wilde a été poursuivi en Angleterre après. Parce qu'il était homosexuel, il était en prison, et voilà, aujourd'hui il est au Père-Lachaise. Donc, voilà. Et donc ça a été un... Et Oscar Wilde a eu d'ailleurs, il a eu des sœurs, et notamment une sœur qu'il a vue, bon ça c'est une anecdote de sa vie, et il a vu une sœur dont la crinoline a pris feu, et il l'a vue mourir sous ses yeux. Voilà. Il ne le raconte pas dans ses romans, mais voilà, c'était quelqu'un... Et puis alors son humour aussi, il y a des livres de lui où il y a des tas de citations humoristiques aussi, et puis les pièces de théâtre qu'il a écrites aussi. Voilà, c'était un homme... mais voilà, l'un de ses chefs-d'œuvre, c'est vraiment Dorian Gray, voilà, ou le portrait de Dorian Gray. Voilà. Donc Oscar qui est très connu pour ses aphorismes. Oui, les aphorismes, voilà. Juste d'en prendre, j'ouvre au hasard, Oui. page 42. Alors, toutes les femmes finissent par ressembler à leur mère. Oui, il n'était pas complètement féministe. Hein. Toutes les femmes finissent par ressembler à leur mère, c'est leur drame. Jamais les hommes, c'est le leur. Les femmes appartiennent à un sexe dont l'obstination nous fascine. Toute femme est une rebelle, en général en révolte sauvage contre elle-même. On devrait toujours être amoureux. C'est pourquoi on ne devrait jamais se marier. Nul homme n'a jamais découvert deux choses idéales. Rares sont ceux qui ont réussi à en découvrir une. L'État existe pour faire ce qui est utile, l'individu pour faire ce qui est beau. Oscar Wilde. Ouais. C'est un texte qui aime bien Les aphorismes, oui. Voilà. Donc, ben voilà, moi je vous ai parlé de 6 romans qui, j'aurais pu en choisir plein d'autres, c'est sûr. Non, c'est 6. Et c'est ce qu'il m'avait dit 6 tout le temps. Bon, c'est vrai que, voilà, j'avais hésité, surtout avec Oscar Wilde, j'avais aussi Rebecca, que j'adore, voilà, le Stradivarius perdu, qui était un violon maléfique. Donc là, je suis restée un petit peu dans Maléfique avec Dorian Gray. Et comment? Pas plus que 6. Pas plus que 6, donc je ne parle pas plus Non, que non, 6. je rigole. Mais disons Allez-y. que je me suis aperçue après, en repensant à tous ces romans, à quel point ils avaient eu un impact sur ce que j'écris aujourd'hui, sur ce que je fais.
Et voilà, donc merci Madame d'Aulnoy pour... merci le théâtre, et notamment Tchekhov pour les non-dits. Les Misérables, hein, merci ma maman. Et puis les chefs-d'œuvre de Victor Hugo. L'œuvre noire, avec vraiment cette rigueur historique qu'avait Marguerite Yourcenar. Et voilà, qui méritait tous les honneurs qu'elle a eus. Stefan Zweig, que j'adore, et puis Dorian Gray avec justement ce thème de la beauté et de la jeunesse, avec aussi la morale, mais qui est très très bien écrite. Voilà. Donc voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires sur les différents ouvrages? On peut peut-être commencer par toi, Anthony. Non. Si. Aucun commentaire. Non, Sur Madame d'Aulnoy, tu as peut-être un commentaire à faire sur Madame d'Aulnoy. Ah oui, non, mais ça, non, je suis voilà, si sur Madame d'Aulnoy, j'ai monté une pièce à partir d'un de ses contes. C'est vrai Lequel vous pouvez vous présenter? Alors, je l'ai plus en tête, Anthony Vienne. J'ai fait un peu de théâtre dans la région. Je m'occupais du théâtre du Bain-Berlot. Et donc j'ai monté une pièce qui s'appelait Chute l'arbre pour les enfants à partir d'un des contes de Madame d'Aulnoy. Et je cherche depuis tout à l'heure le titre du conte que je n'ai plus en tête. C'était... Non, ce qui m'amuse bien, c'est qu'on s'est rencontrés à Étreins avec Philippe Tabary. Et vous aviez ce projet, je pense, à l'époque, d'écrire sur le créateur, sur le créateur de New York, dont je cherche. Pas encore, pas déjà, non. Je me souviens qu'il vous avait dit, vous allez enfin parler de l'Avesnois et puis des Flandres. Oui, c'est ce qu'on m'avait dit, mais je ne pensais pas encore à l'époque, parce qu'Étreins, c'était vous ne pensiez pas, lui, à ce moment-là? Non, pas Gessé de Forest, pas encore. Gessé de Forêt. Gessé de Forêt. Mais on dit Forest ou Forêt ici? Gessé de Forêt. Je ne sais pas, j'étais pas là au 16e siècle. À Vennes, d'accord. On disait Gessé de Forêt. Et donc je l'ai dans ce roman-là. Moi, ce que ça fait un peu, 5-6 ans que je suis sur les 2 derniers romans que j'ai écrits. Entre deux, j'ai fait un court roman qui est La Petite Breguelle, qu'on n'a pas en librairie, mais qu'on peut avoir dans certains musées culturels du Nord. Et puis je crois qu'il est à Beauvais, je pense qu'il est au musée Matisse, je pense qu'il est au musée de Flandre. À Bavé. Voilà. À Bavé au Forum. Au Forum, voilà, c'est ça. Et La Petite Breguelle, en fait, que m'a demandé le musée de Flandre et le département du Nord, et que j'avais, que j'ai écrit entre ces 2 derniers romans, et qui est souvent on dit que dans les musées il peut y avoir un vol de tableau, et bien là c'est pas un vol de tableau, c'est un tableau qui est arrivé. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas comment il a été accroché, on ne sait pas qui l'a accroché, on ne sait pas exactement en fait qui l'a peint non plus. Et on ne sait pas si c'est une copie de la famille Bruegel ou tout, etc. Voilà. Et on va partir dans le passé et remonter le temps petit à petit jusque-là. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Et dans ce roman-ci, on a Gessé de Forêt, qui... c'est lui qui incite vraiment ces gens du Nord à partir, et qui a pour projet de créer une colonie vraiment wallonne, francophone, tout ça, en Amérique, puisqu'il n'existe que Jamestown, qui était la petite colonie anglaise, et puis là où ont débarqué également les Pilgrim Fathers, c'est-à-dire les pères pèlerins en 1620, et les pères pèlerins... moi, ça me fait rire, les pères pèlerins, parce qu'il y avait autant de femmes et d'enfants que de maris. Et donc, voilà. Et qu'ils ont rencontré, avec des gens du Nord, ils se sont rencontrés pendant 11 ans à Leiden, où commence le roman, en Hollande, avec ces réfugiés du Nord. Et donc,
voilà. Et donc il y a d'ailleurs un Delannoy qui est parti avec ses pères pèlerins et en 1620. Et d'ailleurs, voilà, Delannoy, Delano-Roosevelt, c'est même famille. Et voilà, et donc, comme je le disais tout à l'heure, au travers de l'histoire de mon héroïne, qui elle veut avoir de la liberté, parce qu'au XVIIe siècle, les femmes, surtout dans la bonne bourgeoisie, que ce soit en Hollande ou que ce soit en France, et là c'est le cas, on veut la marier, son père veut la marier contre son gré, et elle, il n'en est absolument pas question, et elle décide, un peu avec l'air de son grand-père, qui lui est tout à fait d'accord, et elle décide de partir là-bas, en pensant qu'elle va y trouver la liberté. Voilà, peut-être qu'on ne la trouve pas, pas forcément, mais je crois qu'à la fin, voilà, toujours la rédemption et le fait que ça puisse se terminer bien. Voilà, elle va trouver la liberté, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas avec qui. Voilà. Donc ça veut dire que potentiellement à Wall Street, il y a peut-être un trader qui palpe des millions et qui serait quelqu'un de ma famille, si je cherche bien. On pourrait éventuellement trouver un arrangement la prochaine fois qu'il vient. Voilà. D'ailleurs, Wall Street, T'as peut-être un tonton d'Amérique. C'est ça. Ouais, la ça rue va. du mur, comme dit Wall Street, c'est totalement faux. C'est Wallonstrat, ça vient de Wallonstrat, et qui était la rue des Wallons, et qui est devenue, avec l'arrivée des Anglais en 1664 à New York, puisque c'est là, à ce moment-là, qu'ils ont changé New Amsterdam pour New York, et c'est devenu, la rue des Wallons est devenue la Wall Street. Voilà. Et donc il y a plein de petites choses en fait que je mets aussi dans mon roman, qu'on découvre, et notamment par exemple en Hollande, il va se passer à un moment donné la tulipomania, je ne sais pas si vous voyez ce que c'était, voilà. C'est-à-dire que pendant tout un hiver, les tulipes se sont vendues à un prix mais exorbitant. Tout ça pourquoi? Et ça je l'ai découvert avant, c'est-à-dire que tout ça à cause d'un virus. Un virus qui a pris les tulipes, et les tulipes, elles sont devenues avec des couleurs différentes. Et c'est comme ça, à cause de ce virus, et notamment la Semper Augustus, qui a été la plus prisée de toutes les tulipes, s'est vendue un oignon, un bulbe de tulipe, s'est vendu au prix d'une maison, au prix, voilà, mais ça a été incroyable. Ça a eu une montée, si bien que dans les... On peut encore trouver ces oignons. Et dans les tavernes, à l'époque, ils se vendaient pendant l'hiver, non pas des bulbes, parce que les bulbes étaient en terre, on ne savait pas ce qu'allaient donner les tulipes, mais ils se vendaient des dessins des tulipes. Donc on s'échangeait des dessins de tulipes contre une maison, contre des choses incroyables, des fermes, des machins. Et ça monte, mais au bout d'un moment, les gens n'ont plus voulu acheter un oignon de tulipe pour le prix de 3 maisons, 4 chevaux, enfin, je veux dire ça. Non, ils n'ont plus voulu. Et donc c'est redescendu d'un coup en un, voilà. Et là, il y a eu ça a éclaté, et vraiment, il y a eu des gens qui ont été ruinés, mais en l'espace de peu de temps. Et je le compte parce qu'il y a un personnage dedans qui lui aussi va fuir l'Amérique, parce qu'il est complètement recherché et qu'il a tout perdu, et qu'on risque de l'emprisonner. Il n'a pas du tout envie, et donc il va partir également vers le nouveau monde. Voilà. Et puis, je pourrais vous dire que ça commence et ça se termine de nos jours, ce roman. Après, on est tout de suite plongé dans l'histoire à partir de 1624, mais ça commence de nos jours à New Paltz. Et New Paltz, c'est une ville d'aujourd'hui qui est une grosse ville à 180 km de New York, et elle a une université d'ailleurs, tout ça, mais elle a une rue qui s'appelle la Huguenot Street, la rue des Huguenots. Et en fait, pendant longtemps, ils ont cru que c'était des gens qui venaient, qui étaient des Allemands, qui avaient créé cette rue des Huguenots, et donc parce qu'ils étaient passés par Mannheim, en Allemagne notamment.
Et donc, en fait, dans ces gens qui sont passés par Mannheim, qui ont rejoint d'autres amis, d'autres connaissances à Manhattan, et qui n'ont pas voulu rester à Manhattan, parce qu'ils venaient de régions qui avaient été dévastées par la guerre, des 30 ans, tout ça, à Mannheim, qui était dévastée. Ils n'ont pas voulu rester en ville, et ils ont voulu monter et découvrir une région qui se trouve plus au nord, qui est un peu liée aussi à un fait mais historique, mais je ne peux pas vous le conter parce que je vais... Là, non, je ne peux pas vous le dire. Et donc, ils ont créé cette New Pass. Et donc, aujourd'hui, si vous allez là-bas, vous allez voir, moi je suis née à Hasbrook, hein, dans le nord, et en fait, vous avez la rue d'Hasbrook, vous avez le parc d'Hasbrook, vous avez aussi des maisons qui sont des maisons de Louis Dubois, tous les noms sont français, sont wallons. Et au cimetière, le petit cimetière qu'il y a, ce ne sont que des ancêtres, voilà, wallons, français qui parlent. Voilà, alors, ça commence là parce qu'il va se passer quelque chose. Ensuite, on est en 1624 et je ne vous dis pas le reste. Voilà. Oui. Et est-ce que la transaction donc, entre les Wallons et les Britanniques, c'est eux qui ont récupéré donc l'île de Manhattan, est-ce qu'il n'y a pas un vice de forme quelque part dans ces documents qui pourrait nous permettre peut-être de récupérer les terrains? Oh, il y a certainement un vice de forme parce qu'ils ont décidé du jour au lendemain de venir, de conquérir, et puis comme les Wallons, bon, on avait déjà pas mal bavé avec notamment un gouverneur, Willem Kieft, qui est dedans et qui a été épouvantable. Et donc, ils ont laissé faire. Et pourtant, c'était Peter Stuyvesant qui était gouverneur à cette époque-là, qui était d'ailleurs marié avec une femme qui était donc originaire également d'aujourd'hui du nord de la France. Voilà. Et donc, c'était une Wallonne, et donc il aimait beaucoup, lui, si c'était des gens qui venaient de toute notre région, il n'y avait pas de souci. Peter Stuyvesant était absolument ravi et il accueillait, voilà. Et donc, voilà, au moment de New York, en 1664, et on lui a reproché, d'ailleurs à Peter Stuyvesant, de ne pas avoir été assez, de pas les avoir vraiment contrés, ces Anglais. Il a eu un procès d'ailleurs à Amsterdam, et puis il a dit non mais attendez, moi je ne pouvais rien faire contre tous ces Anglais qui déferlaient et tout ça. Et donc, pour finir, il a pu revenir à la Nouvelle Amsterdam, qui s'est appelée alors New York, et voilà, et finir ses jours là-bas. Ouais. Oui. En tout cas, ça donne envie, hein. J'en parle en connaissance de cause. Je suis quelqu'un qui ne lit absolument aucun roman historique. Tu lis des livres de temps en temps? Ça m'arrive. Mais ouais, il me semble qu'une fois j'ai vu un truc sur Arte où il partait d'une peinture. Oui, l'homme au chapeau. L'homme au c'est chapeau. Vermeer. Ouais. Il y a un Le bouquin, chapeau de qui a Vermeer. été au Absolument. musée du Louvre, au Louvre-Lens, et le livre, C'était Ouais. très, il est magnifique. c'était super. Le thème m'avait interpellé. Le documentaire. est- Voilà. Et Et- je suis heureux et ce dedans, soir de je me parle rendre des compte chapeaux que de je vais castor. pouvoir Ah ben replonger voilà, dans ce thème. Parce que Manhattan et les Wallons, mais aussi les Néerlandais, les Hollandais ont aussi un impact énorme dans Manhattan. La bourse, ils sont quand même. Oui, bien d'origine- sûr. Ils sont Après, à l'origine. petit Et à à petit, ils sont- Harlem, Oui. c'est bien Harlem, voilà. Il y a quand même. Alors justement, je me Oui, demandais, mais les vous allez Wallons. voir, parce que les même les Wallons- Wallons sont partis vers Harlem. Enfin, ça s'appelait pas Harlem encore à l'époque. Et d'ailleurs, il y a eu également des Noirs et qui avaient été esclaves de Peter Stuyvesant pour construire notamment, enfin, plein de choses dans la Nouvelle Amsterdam. Et ils ont eu un statut de semi-liberté, et on considère que cette petite frange qui était, voilà, ça a été les premiers Noirs qui ont été libres, en fait. Et à Harlem, il y a, je crois, les Noirs, Harlem, c'est quand même assez grand, la population. Il y a beaucoup de rues avec des noms néerlandais. Ah oui. Bah oui. Oui. Ouais.
Ah bah, c'était 50 familles, j'allais dire wallonnes. Après, il y en a d'autres qui sont venus, mais petit à petit, ça a été vraiment des Hollandais qui sont venus. Ils se sont mélangés aux Hollandais. Ils sont, voilà. C'est vrai, On le voit dans les castors. Ah bah les castors, sans les castors, New York n'aurait pas existé, hein, parce que vraiment, voilà, Et totalement. dans ce documentaire, comme dans celui dont vous connaissez, oui. mais qui l'a écrit ce bouquin parce qu'il va reprendre, l'auteur reprend toute cette histoire du chapeau, Oui, extraordinaire. Mais je ne sais plus l'auteur. Non, moi non plus, mais en tout cas, j'avais vu aussi le reportage sur Arte avec le chapeau de castor. Et donc, on a dit quand Pierre Minuit a acheté l'île de Manhattan, qui est devenue Manhattan, au Manat, qui était donc une des tribus indiennes de l'époque, on dit toujours qu'il l'a acheté pour le prix d'un chapeau de castor. Voilà. Et c'était pas tout à fait faux. Enfin, ça correspond quand même aujourd'hui, on pourrait dire, à 700 €. Enfin bon, c'était pas trop cher pour la grande île de Manhattan. Oui. La négociation. Ouais. Oh ben, eux n'étaient pas totalement mécontents, sauf qu'ils pensaient qu'ils pourraient continuer à être sur cette terre. Et tout est venu, en fait, toutes les guerres après avec les Indiens, qu'on appelle aujourd'hui, on n'appelle plus Indiens, on dit Amérindiens, ou autochtones, ou natifs, etc. Mais tout est venu du fait qu'il y avait une incompréhension à partir de la terre. Pour eux, les Indiens, on ne n'achète pas la terre parce que c'est eux, c'est nous qui appartenons à la terre et non pas La terre qui nous appartient. C'est le contraire. Et donc, tout est venu de cette incompréhension sur la terre et voilà, petit à petit. Donc les historiens là, qui a inventé le droit de propriété j'ai pas la réponse. Hein. Non, mais là, tu as des Marbésiens qui sont tout près d'Avenne et qui sont très branchés sur ces questions de récupération de New York. Je leur laisse la parole. J'enverrai des documents. Le monument qu'on a à Avesnes-sur-Helpe, je te l'enverrai, tu verras, on parle bien de... Et puis, il y aura une commémoration en septembre. Oui, voilà, c'est ce que je dirais. Son 30e anniversaire, la famille va revenir. Elle était déjà venue à Avesnes l'année dernière. Oui, voilà. Et elle va revenir en Quelle septembre. famille? Quelle famille, oui. En septembre. La famille? Quelle famille? De G7 Forêt. Ah, de G7 Forêt. Ils vont revenir aux États-Unis? Oui. Ils sont déjà venus à Avesnes l'année dernière. Ouais. Ils vont revenir pour la commémoration qui aura lieu en septembre. Ça va être organisé par la Société historique d'Avesnes, notamment. Mais elle est où la carrément, statue ouais. de G7? Comment? Elle est où la statue? Où elle est? Oui, elle a retourné. La rue G7 Forêt. Oui, voilà. Quand vous arrivez... Je vois le lycée parce que j'ai été Oui. là. Ah non, c'est dans l'autre côté. C'est vers Avenel. Ah, il y a la Oui, oui. d'accord, ok. Il y a un coin boisé Oui, dans ce coin boisé là. d'accord, ok, d'accord. C'est là. D'accord. Pas le coup,